Un certain matin, je me suis levé avec deux désirs irrépressibles. Le premier, mettre fin à mes jours. Le second, boire un bon café bien chaud. Par simple souci de cohérence, j'ai décidé immédiatement d'inverser l'ordre de ces deux priorités. J'achevai mon deuxième bol d'un harmonieux mélange 75% Arabica, 25% Robusta, et m'apprêtais à plonger ma tête dans la gazinière, lorsque je fus sauvé par le gong, ou plutôt la sonnerie du téléphone. « Diantre !» me dis-je, en expectorant les premières goulées de butane. Qui donc vient retenir le bras armé du destin qui allait s'abattre sur moi comme jadis l'Éternel retint la main d'Abraham qui s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac? Me dis-je. Je décroche, c'est un ami. Il me confie ses menus soucis. Largué par sa copine, ruiné, désespéré, en conflit avec lui-même, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Oh, oh, oh. J'allais lui parler de ma gazinière, où deux têtes peuvent cohabiter le temps d'un ultime transit vers un monde meilleur. Quand tout à coup, une imperceptible modification se produisit au cœur même de mon esprit perturbé. S'enfla, et s'enfla encore, au point d'étouffer jusqu'à la plus petite racine, jusqu'à la plus infime radicelle de ce désespoir qui, quelques instants plus tôt, me poussait à l'irrémédiable. Était-ce un effet rebond de l'excellent café grand-mère que je venais d'ingurgiter? Que nenni! Que nenni! L'explication était tout autre. Ce garçon, éminemment sympathique, loin de m'enfoncer plus profondément dans les abîmes insondables de la désespérance, venait, par l'étalage de ses misères, de relativiser les biens.
Et par là même, je découvrais cette orientation particulière de l'esprit humain qui veut que les malheurs des autres aient cette vertu de resituer nos propres malheurs bien plus haut sur l'échelle de l'acceptable. Autrement formulé, plus nos amis ont de problèmes et moins on se sent con. Comme il est beau l'ami qui a un tout petit peu plus de problèmes que moi. Comme il réconcilie avec l'existence l'ami qu'un destin plus cruel que le mien pousse de chausse-trappe en souricière et d'écueil en embûche, de traquenard en trébuchet. Comme il est beau l'ami dont la liste des avanies est plus épais que le code civil et le code du travail réunis. En comparaison, que dire de ces faux frères, alertés et bronzés à la quarantaine, qui vous appellent aux heures les plus indues pour vous raconter par le menu leur insipide réussite sociale et financière, leurs détestables succès amoureux adjoints à leurs prouesses sexuelles, alors qu'ils savent très bien, les cruels, que votre compte en banque souffre d'asthénie chronique et que le souvenir de votre dernier orgasme s'efface dans votre mémoire entre la fin du Jurassique et le début du Crétacé. Ce sont vos pires ennemis. Bannissez-les. Je l'avoue sans embâche, ce coup de fil me rendit le moral. Quelques instants plus tôt, j'avais perdu toute estime pour moi-même et dans la hiérarchie des espèces vivantes, je m'attribuais une place située grosso modo entre la crevette et le gnou. Et voilà que tout à coup, grâce à cet appel téléphonique au providentiel, un large sourire éclaira ce visage resté juvénile malgré la cinquantaine révolue. Et c'est avec une réelle sincérité que je prêtais l'oreille aux tristesses passées, présentes et futures de ce cher homme. Et non seulement je me fis plus attentif que le curé dans le secret du confessionnal, plus disponible que l'amant et l'amante dans la chaleur moite de l'alcôve. Mais je fus pris soudain d'une loquacité dont je ne me croyais pas capable. Et lorsque mon ami eut conclu la liste des 823 raisons qu'il avait de mettre fin à ses jours, je me lançai dans une oraison tellement chargée d'amour pour l'homme en général et pour mon ami en particulier, que nul ne l'avait entendu de semblable depuis Jésus-Christ et Martin Luther King. I have a dream! I have a dream, sister. Enfin, ce que tu es s'épanouit librement comme fleur au printemps. I have a dream, brother. Tu reprends ta vie en main et tu la poses sur l'établi comme le ferait un bon artisan. Et tu la façonnes à ton goût. D'accord. I have a dream, sister. Tu apprends à t'aimer sans orgueil, à aimer l'autre sans arrière-pensée. I have a dream, sister. Tu reprends ta vie en main et tu arraches le bâillon de ton cœur et tu parles enfin à l'arbre, à la rivière, au vent, à l'autre et à toi-même. I have a dream, sister. Tu brises tes chaînes et tu vas vers la lumière, sans peur, sans regret, avec tes mains ouvertes. Oh. I was standing. Oh yes, my lord. Oh yes, my lord. Oh yes. Oh yes, my lord. Oh yes. Oh yes, my lord. Oh yes. I have a dream. I have a dream, brothers and sisters. I have a dream. Oh yes. Oh yes.
Avant de raccrocher, il m'a dit qu'il allait s'acheter tous les disques de Luther King. Mais je le soupçonne de le confondre avec Elvis Presley. Quant à moi, je me sentais beaucoup mieux, en harmonie avec moi-même, avec le cosmos et avec autrui. Alors, je raccrochais, j'allumais une cigarette, en oubliant quelque peu la gazinière. L'immeuble entier sauta. Je fis 3 mois d'hôpital. Et maintenant, je suis en procès avec mon syndic, une dizaine de locataires et l'ami qui me téléphona ce matin-là. Mais qu'importe. Comme disait Lao Tse, ou Mao Tse-tung, tant qu'on a la santé et qu'on vote à droite. Par dépit, je dirais même par déconvenue. Fondamentalement, ce que j'aurais aimé être dans mon jeune âge, c'est génie scientifique. D'ailleurs, je me souviens, au Noël de mes 8 ans, mes parents m'ont offert le coffret du parfait petit chimiste. Eh bien, j'ai passé des journées entières à mélanger les composants, à faire chauffer des fluides dans des alambics, avec des résultats probants. Parfois un peu dangereux pour l'appartement familial. Voir l'immeuble, voir le quartier, mais probant. Et AZF, ce n'est pas moi. Oui, je me souviens, j'étais un inventeur, un chercheur, un découvreur. Pourquoi les aspirations les plus nobles s'effacent si souvent en même temps que l'enfance? Oh, j'aurais aimé m'inscrire dans cette lignée d'hommes et de femmes qui ont légué au monde ces formules, ces vaccins, ces théories scientifiques, ces outils qui ont révolutionné nos vies, faire partie de ces grands génies qui, à toutes les époques de l'histoire, ont su tirer les conséquences extrêmes d'événements très anodins, leur don de l'observation dégageant des lois fondamentales de tout petits détails qui n'auraient suscité chez vous ou chez moi qu'un dédain amusé. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire. Je vais prendre quelques exemples. Isaac Newton. Oui, ça va. Par un bel après-midi ensoleillé, au sortir d'un coquilleux pique-nique, il s'allonge sous un pommier. Et une pomme choit sur sa tête. C'est un infime accident. Et pourtant, à cet instant précis, surgit dans son esprit l'évidence d'une loi qui allait révolutionner le monde balbutiant de la science. La loi de... Newton, la gravité. La loi de la gravité universelle. Ainsi était élucidé ce mystère qui veut qu'à chaque fois que je lâche une pièce de monnaie, elle tombe nécessairement au sol. Mais pas cet autre mystère qui veut qu'à chaque fois que ma pièce est au sol, il y a toujours quelqu'un pour dire ça ne repousse pas.
Archimède. Par un bel après-midi ensoleillé, au sortir d'un copieux pique-nique, il s'allonge dans sa baignoire. Et là, une illumination. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. Et bien le voilà debout. Et il crie. Il crie. Eureka! Il sort de sa baignoire. Il glisse sur une savonnette. Il se fracasse le crâne contre le bidet. Le visage en sang et entièrement nu, il se précipite vers l'atrium en agitant convulsivement les bras, se jette sur sa femme épouvantée, la saisit par le col de sa toge et lui hurle le visage, pi égale 3,14. Sigmund Freud, par un bel après-midi ensoleillé, pour sortir d'un copieux pique-nique, il allonge un ami sur son divan. Il lui pose 2 ou 3 questions. Il le convainc que son principal projet de vie est de forniquer avec sa mère. Il ouvre un cabinet à Vienne et il se fait un fric fou. Blaise Pascal, par un bel après-midi ensoleillé, au sortir d'un copieux pique-nique, il s'allonge sur son épouse. Et là, dans son ardeur de jeune mâle fougueux, il improvise une position d'amour qui l'inspire au plus haut point. Et bien le soir même, il dessine les plans de la première boîte. Eh oui. C'est à Blaise Pascal que l'on attribue l'invention de la boîte en 1650. Son épouse vous le confirmera. Mais moi, je multiplie les pique-niques. Je m'allonge partout et tout le temps. Il n'y a rien de bien. Je frise l'indigestion et je passe pour un feignant. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un génie. Alors moi je suis comédien, oui c'est bien, mais parce que j'aurais aimé, c'est révolutionner le théâtre, être le Stanislavski, le Grotowski, l'Antonin Artaud du XXIe siècle, ça oui. J'ai essayé. L'an dernier, j'ai mis en scène un spectacle de 3 heures. Avec 150 comédiens, immobiles, entièrement nus, portant des oreilles de Dumbo, l'éléphant qui vole, et qui ne prononçait que les mots céleri et rémoulade. Personne ne m'a compris. La critique m'a fustigé, le public m'a rayonné. Je ne suis pas un génie. Seule ma concierge apprécie ma création artistique et pourtant elle me botte à droite. Pourtant, dans ma jeunesse, à l'adolescence, moi j'avais une âme de découvreur. Je me piquais de philosophie, oui. Je lisais Sartre et Heidegger, Spinoza et Schopenhauer. Bon, des auteurs un peu obscurs pour moi à l'époque et qui souffraient déjà beaucoup à la lecture du Club des 5, mais j'avais fait mienne une phrase de Kierkegaard. Søren Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle. La vie est un paradoxe rebelle à l'investigation rationnelle. La vie est un paradoxe rebelle à l'investigation rationnelle.
laver. C'est ça. Et moi, cette phrase était devenue ma phrase. Moi, je l'écrivais partout, sur mes trous, sur mes cahiers, en exergue de toutes mes rédactions, jusqu'à la graver au cutter sur la porte des toilettes du collège. D'ailleurs, avec un petit peu de chance, elle ne doit y être encore. Hein. Je l'avais écrit juste en dessous de François est un gros pédé. Et juste à gauche de Géraldine suce des bites. Ma phrase à moi. Et était né en moi à 14 ans. Hein. L'ébauche d'une nouvelle philosophie que j'avais modestement appelée récusianisme. Et dont j'ai gardé le manifeste par-devers moi. Le récusianisme. Article 1 du récusianisme. Le récusianisme est un syncrétisme philosophique qui réunit en son sein la totalité de la pensée universelle et place l'homme au centre exact du cosmos et la femme au centre exact de mes préoccupations. Article 2. Le récusianisme pose pour principe que Dieu n'existe pas, sinon pourquoi tant de souffrances dans ce monde et ce 0 en maths hier après-midi. Article 3. Le récusianisme préconise l'abstinence sexuelle. Au moins jusqu'à mon propre dépucelage. Article 4. Ceux qui adhèrent au récusianisme sont dispensés d'éducation physique et de cours de maths avec Madame Gomez. Article 5. Le récusianisme prône la tolérance, la non-violence, la bienveillance et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais celui ou celle qui embêtera un récusianiste à la récréation sera maudit et se réincarnera en militant d'extrême droite. Article 6. Il y en a 422. Hein. Article 6. Les récusianistes s'engagent à mener une vie saine. Pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de drogue. 3 douches par jour. Alimentation exclusivement à base de légumes. Aucune mauvaise lecture. 2 heures de méditation quotidienne. Sont tolérés, dans des limites raisonnables, le Nutella et la masturbation. Article 7. J'incarne le récusianisme. Je suis un demi-dieu. Les offrandes sont les bienvenues. Je n'ai intéressé personne. J'ai passé mon CAP, sténo, dactylo, correspondancier, dans l'anonymat le plus total. Je ne suis pas un génie. Je ne suis pas un génie. Pourtant, je sais qu'un jour je découvrirai le lien subtil qui unit Dieu au raton laveur. Quel dommage que je ne puisse parler ni avec l'un ni avec l'autre. Pourtant ce lien existe. Il préexistait avant toute chose. Moi je le prouverai scientifiquement. Et j'en tirerai un axiome qui réduira E égale MC2 au rang des devinettes carambas. Alors j'aurai percé le plus grand mystère de l'univers. Alors j'irai à Stockholm recevoir le prix Nobel de science des mains d'un vieux souverain surpoudré. Et je lui dirai, qui es-tu toi, qui, les yeux remplis d'une admiration que tu ne cherches même pas à dissimuler, apporte ce totem, ce modeste témoignage de mon génie. Ah, quoi Le roi de Suède? Amateur. Amateur. Quoi, moi, monsieur?
Moi, monsieur. Et moi, monsieur, je suis assis à la droite du Seigneur. Et nous buvons un excellent Chianti en caressant le museau de Rufus, le raton laveur. Ça t'embouche un coin, hein, Carl Gustave? Allez, va faire un pique-nique. Va prendre un bain. Attention à la savonnette. Et reviens quand tu auras un petit peu d'imagination. Mais je resterai modeste. Je continuerai peut-être à faire du théâtre, mais oui, en dilettante, pour le loisir, pour le fun. Il est possible quand même que j'augmente un petit peu mes tarifs. I saw them crying in the chair. They had their head bowed, sitting there just a crying. Sure enough, church. One day as I was walking down the street on Sunday morning, I always go to church somewhere, and I happened to notice a church full of people. I didn't know what was going on, so I walked in. In front of the pulpit was a little short casket. In the casket was a little girl. I heard the minister when he got up and said, he told a bereaved family, this child wasn't yours by 100,000 miles. But the Lord, He knew you needed some sunshine in your life, and He lent it to you for a while. And then He said, ashes to ashes and dust to dust. The Lord has seen fit that this child can't go home with us. And when they went in to view the body, I got up and walked around. And I looked down in that little girl's face. You know what? I didn't know what was going on. I found. J'ai lu dans Science et Vie, qui est une excellente revue scientifique que j'achète en alternance avec Gala, que l'étoile la plus proche de nous, appelée Alpha du Centaure, se trouve à une distance de 4 années-lumière. Donc, quand la nuit vous regardez cette étoile, vous la voyez telle qu'elle était il y a 4 ans, puisque sa lumière a mis 4 ans pour nous parvenir. Et quand vous observez une étoile située à 200 années-lumière, cette lumière qui touche votre œil est certainement partie un jour où Napoléon Bonaparte lutinait Madame de Montholon sur l'île de Saint-Denis. Et quand grâce à un télescope spatial, les astronomes découvrent un objet céleste situé à 5 milliards d'années-lumière, ils plongent dans un passé révolu, puisque cet objet n'existe plus depuis les temps immémoriaux. Et quand vous prenez conscience de cela, vous remerciez le ciel d'avoir ce soir payé vos 15 € tarif normal, 10 € tarif réduit. Vous bénissez Dieu qu'il y ait encore des théâtres comme le Contrepoint, qui ont le courage d'engager des artistes comme moi, qui savent que la vitesse de la lumière est égale à 300 000 km à la seconde. 300 000 km à la seconde. Alors vous imaginez un peu, vous êtes là aux commandes de votre engin spatial qui va quand même à 300 000 bornes à la seconde, tel le capitaine Kirk aux commandes du vaisseau Enterprise dans un épisode de Star Trek. Et vous dites à Monsieur Spock, nous allons à 300 000 km à la seconde. Alors cette putain d'étoile-là, Alpha du Centaure, nous allons l'atteindre rapidement. Et Monsieur Spock de vous répondre, eh ben non, connard, 4 ans. La magnifique étoile Sirius, une des plus visibles à l'œil nu, se trouve à 10 années-lumière.
10 ans de voyage avec un engin spatial que l'homme n'est pas prêt à inventer. Ça correspond à 823 milliards, 426 632 trilliards d'années avec une Twingo. Bon, en évitant le centre-ville, vous pouvez gagner 2 bonnes heures. Enfin, quand je pense à ces distances incroyables, à ces durées qui défient l'imagination, je me dis que nous sommes vraiment peu de choses. Et comme il me paraît soudainement anodin le départ inopiné de ma femme avec un joueur de frisbee australien. C'est un réconfort. Le soir venu, alors que s'achève une journée de labeur, une de plus passée sous la férule d'un quelconque chifaillon mal dégrossi, de tourner nos yeux aux paupières alourdies vers la boucle céleste scintille ses éclats de lumière tels des perles de rosée jetées à l'aube naissante par la main d'un géant sur la toison verte d'un pâturage où s'éveille le grillon et la coccinelle. Ces étoiles qui peuvent vivre 10 milliards d'années, 10 milliards d'années, alors que moi, l'homo sapiens, je ne peux espérer vivre plus longtemps qu'un vulgaire éléphant, et encore à condition de n'être ni automobiliste, ni alcoolique, ni fumeur, ni homosexuel en Tchétchénie, 4 problèmes qui touchent assez rarement l'éléphant. Je contemple cet infini et je m'interroge. Je suis nargué en permanence par cette vision de l'absolu. Le soleil, la lune, les étoiles me toisent avec dédain comme l'homme toise le lombric. Et c'est tel le lombric, en rampant, que je me rends à Pôle emploi spectacle. Un endroit où le lombric, dans son infinie sagesse, se gardera bien de jamais mettre le pied. Et en comparaison, comme il me paraît risible l'orgueil de l'homme, ses drapeaux, ses hymnes nationaux, ces guerres meurtrières pour quelques centaines de kilomètres carrés de territoire, ces croisades où il viola, étripa, massacra son prochain pour lui montrer de quel côté est le vrai Dieu d'amour et de miséricorde. Et sa course à l'argent, au pouvoir, à la renommée, alors qu'il n'est qu'un lombric, avec l'espérance de vie de l'éléphant. Un lombric éléphant. Et tous des, mesdames et messieurs, des éléphants. Que suis-je d'autre face aux puissances de l'univers, moi, là, devant vous, avec des places à 15 € tarif normal, 10 € tarif réduit. Ah! Je n'ai pas eu de raison pour rentrer gratuitement. Ma femme me traite souvent de lombric. Alors au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un tendre sobriquet animalier. Comme il en existe tant, c'est mon chat, mon lapin, ma loutre, mon canard, mon étalon vigoureux, mon taureau en saillie. Ça, dans un couple, on est souvent zoophile sans le savoir. Mais mon lombric, un doute me chatouille. En plus, le mois dernier, elle m'a jeté au visage, tu n'es qu'un résidu de crachat de clochard échoué dans les goûts fétides de la bassesse humaine. Il y avait-il un message? Une subtile allusion que je n'aurais pas saisie. Pourtant, je lui ai parlé de mes préoccupations existentielles. J'ai voulu qu'elle comprenne qu'un homme troublé par ce type de questionnement ne pouvait être si vil qu'elle le croyait. Elle m'a répondu que j'étais à la métaphysique ce que Rocco Siffredi est au cinéma. Je lui ai dit
Je me sens étranger au grand mystère de l'univers et je me sais promis et de mort prochaine. Alors pourquoi continuer à prendre une douche tous les matins? Tu veux que je cherche du travail dans les assurances vie? Mais pauvre sotte! Sais-tu que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années? Oui, 65 millions d'années, juste après la chute d'une colossale météorite. Et pourquoi? Pourquoi l'homo sapiens a subsisté alors que le néandertalien, lui, a disparu? Hein, sauras-tu m'expliquer? Personne ne peut me comprendre. À part peut-être Steven Spielberg. Puis surtout, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce joueur de frisbee australien? Oh, Dieu. Je l'aime, mais ma vie est bien cruelle. Qu'est-ce que je lui ai fait? Les dettes, les huissiers, le chômage, mon abonnement à Sciences et Vie. Quelle importance devant ta face. Bon, c'est vrai que j'avais cessé de lui faire l'amour, mais vous avez déjà essayé de faire ça, l'œil rivé à un télescope? Seigneur Tout-Puissant, prends pitié. Oh, Seigneur Tout-Puissant, prends pitié. Bon, je t'ai souvent prié, hein. Ne serait-ce que pour avoir un petit peu de chance au millionnaire. Hein. Ben, j'ai jamais rien gagné, ni au grattage, ni au tirage. Bon, je te pardonne. Et là, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de main. Voire deux. D'abord, tu me la ramènes à la maison Fissa. Ensuite, tu détruis l'Australie comme tu as détruit Sodome et Gomorre. Tu maudis les Australiens jusqu'à la 7e génération. Tu les prives ad vitam aeternam de crème solaire pour que leur peau se couvre de bubons infectieux. Tu leur envoies les 10 plaies d'Égypte et tiens, pour faire plus moderne, tu remplaces la pluie de grenouilles par une pluie de frisbee. Oh, Adonai, Jéhovah, Yahvé, ô toi l'Éternel, fasse qu'il pleuve des frisbees de Sydney jusqu'à Canberra, et dans le même mouvement, tant que tu y es, tu leur envoies aussi Marine Le Pen et Donald Trump pour qu'on soit enfin tranquille. Mais je m'égare. Je me fais du mal. Je ne lirai plus Sciences et Vie. Lord, my trouble is hard. You know my trouble is hard. Trouble is hard. You know my trouble is hard. Trouble is hard. Everywhere I go, so many pains and ways. You know my trouble is hard. I can say yeah, Yes, my trouble is hard. you know my trouble is hard. Lord, you know that I've been running every day to stop for you. You promised me I want to long time ago. if I'll live right let you would, back the road. I can say yeah,
Dieu est un mystère. Dieu est un sacré problème. Dieu est un problème sacré. Personnellement, ce qui me pose problème avec Dieu, c'est que je ne suis pas complètement convaincu de son existence. Ceci dit, l'existence de mon banquier ne pose aucun doute, et ça me pose aussi problème. À mon avis, si Dieu existe, il est devenu un peu bégueule. Aujourd'hui, il se contente de suggérer son existence sans jamais se montrer vraiment. Ce n'est guère flatteur pour l'homme moderne. Au début, je veux dire, à l'époque d'Abraham et de Moïse, il intervenait massivement. Il ouvrait la mer Rouge en deux. Les prophètes entendaient sa voix. Il maudissait les villes, il en détruisait d'autres. Il condamnait la femme adultère à la lapidation et l'homme adultère à 3 jours de jeûne. C'est chouette. Ensuite, il a envoyé son fils, lequel d'ailleurs n'a pas tenu 3 ans avant de se faire arrêter pour trouble à l'ordre public. Ça, quand on ne sait pas déléguer aux bonnes personnes. 6 siècles après, il se contente de susurrer à l'oreille d'un chamelier arabe qui l'oblige à se rendre de la Mecque à Médine en babouche avec interdiction absolue d'apparaître dans Charlie Hebdo. Mais aujourd'hui, si vous êtes tétraplégique, vous pouvez bien sûr tenter votre chance à Lourdes, hein, mais est-ce que vous pouvez vraiment espérer de mieux, à défaut d'un miracle? C'est un petit cadeau sympa, et c'est le DVD d'Intouchable. C'est l'esquin, c'est petit. Bon, ça décharge en tant que Français. Hein. On peut affirmer que Dieu aime bien la France. Et Jeanne d'Arc, Sainte-Thérèse, Bernadette Soubirous, Brigitte Bardot. Je le soupçonne même, en 1998, de s'être discrètement penché à l'oreille des Jacquet à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Sinon, comment expliquer que... Hein, il se pourrait même que Dieu soit français. Ça expliquerait pourquoi il lui a fallu 6 jours pour bâtir le monde. Vous donnez une truelle à n'importe quel Portugais, il vous fait ça en 2 heures. Et au black. Non, il fut un temps où Dieu s'adressait directement aux hommes. Ils avaient une espèce de téléphone rouge mystique, vous voyez, ligne directe, hein. Lisez l'Ancien Testament. Mais Dieu veille sur l'homme en permanence. Il nous dorlote, il nous chouchoute, il nous coconne. Et en contrepartie, Dieu ne nous demande que quelques modestes preuves de notre fidélité, comme sacrifier son premier-né. Passer 40 ans à crapahuter dans le désert du Sinaï. Et au Moyen-Âge, il inspira les saint hommes qui instituèrent l'Inquisition. Nos connaissances dans le domaine de la combustion se sont beaucoup améliorées à cette époque. Sans compter l'invention de la brochette. Mais aujourd'hui, Dieu se tait, Dieu nous snobe. Mais moi, je veux absolument savoir si Dieu existe, parce que si vraiment Dieu existe, je peux espérer qu'il y ait une vie après la mort, parce que si vraiment la mort n'est qu'un voyage de cette vallée de larmes au paradis éternel, alors moi, je dois préparer ce voyage, je dois me purifier, hein, me détacher dès aujourd'hui de tout bien matériel, fuir les tentations et les vices de ce monde, et puis je dois aussi préparer un peu de linge propre. En tout cas, si je vais au paradis, j'exigerai une chambre individuelle. Parce que le seul problème du paradis, c'est qu'il n'y en a qu'un. Et que je vais tôt ou tard y rencontrer quelques fâcheux. Mon banquier, par exemple. C'est ambitieux. Il est capable de transférer là-haut mon compte à découvert et de continuer à me tirer des agents. Moi, je vais plutôt me réincarner.
passer un peu plus de temps sur cette terre, me donner une deuxième chance, changer de banque. Les bouddhistes croient en la réincarnation. C'est bien la réincarnation. Je vous conseille la réincarnation. La réincarnation, l'essayer, c'est l'adopter. La réincarnation, ça consiste à passer d'une vie à l'autre éternellement. C'est gratuit. Bon, en payant un petit supplément auprès de la poste, vous pouvez même faire suivre votre courrier. Moi, j'ai parlé avec un bouddhiste récemment, très intéressant, vraiment très intéressant. Hein. J'ai des informations de première main. Donc, nous disposons d'un stock quasi inépuisable de vie. On peut très bien se réincarner en animal ou en végétal. Ce moine, à l'instant précis où je lui offrais son 5e verre de Cuba Libre, m'a affirmé que dans ma vie précédente, j'avais été une salade. Une batavia. Et je sais maintenant pourquoi je réussis si bien les vinaigrettes. Non, moi, si je pouvais choisir ma réincarnation, je signerais tout de suite. Hein. Voilà, un riche banquier, un roi du pétrole, un comédien talentueux. Non, ça serait bienvenu de la part des bouddhistes de proposer un 4 langues. Moi, je ne veux pas me retrouver dans la peau de n'importe qui. Je suis déjà dans la peau de n'importe qui. Et sa prétendue bonté, comment il croit alors qu'il n'est jamais là quand on a besoin de lui? Et s'il est vraiment si bon que ça, mais comment a-t-il pu créer le cancer, le sida, la leucémie, les champignons vénéneux, le virus de la poliomyélite et Christine putain. Vraiment, tout ça ne m'avance pas beaucoup, je ne sais toujours pas si Dieu existe. Puis le plus exaspérant, c'est qu'on ne peut avérer, on ne peut pas avérer son existence tant que nos pieds foulent cette vallée de larmes. D'ailleurs, ce matin, je me suis levé avec 2 désirs irrépressibles. Mon 2e bol de café bu, et pour rester fidèle à la méthode de l'asphyxie, j'ouvrais la porte d'une permanence du Front National et respirais à plein poumon 1 heure entière. J'ai survécu. L'être humain peut donc s'adapter aux gaz les plus toxiques. Il ne me reste qu'une seule chose à faire, le premier bistrot. Mais je vais quand même terminer le spectacle. Whoa, what do you think about Jesus? He's alright. What do you think about Jesus? He's alright. What do you think about Jesus? He's alright. Yeah. He's alright. He is bread when you're hungry. He's alright. He is bread when you're hungry. He's alright. He is bread when you're hungry. He's alright. Yeah. Il fut un temps où j'avais tendance à boire un petit peu trop. Il est vrai que ce qui nous entoure porte moins à l'abstinence qu'à la consommation. L'alcool tue lentement. Tant mieux on a le temps, répondront certains. Et il est peut-être des addictions plus graves. Celles-ci nous dispensent au moins de quelques affligeants spectacles.
3 heures dans un bar ne seront jamais plus dangereuses qu'une demi-heure devant TF1. Nous sommes les témoins d'un monde inepte. Le poète en chacun de nous s'en émeut. Mais les citoyens que nous sommes sont bien obligés de composer avec lui. Eh bien pour les plus sensibles, les plus fragiles, c'est une situation très inconfortable qui peut pousser à certaines noyades. Après tout, mieux vaut avoir le gosier trop humide qu'un cœur trop sec. Bon, il ne faut pas en tirer gloire, mais laquelle ou lequel d'entre vous ne s'est pas dit au moins une fois dans sa vie, pour moi c'est l'an 0, j'arrête tout, je réfléchis, je descends en moi-même, j'ouvre les yeux, je vais au bistrot. Bon, pour certains dont j'ai fait partie, l'an 0 a duré sensiblement plus de 365 jours. Et au moins, ma réflexion m'a amené vers l'eau minérale. J'ai décidé de vivre jusqu'à l'âge de 97 ans. Bon, je ne me suis pas pour autant assis sur un strapontin pour assister sans réagir à l'ineptie de ce monde. Je refuse simplement de lui faire cadeau d'une mort prématurée. Le monde est un mauvais spectacle. Mais je ne déserterai pas la salle. J'ai payé ma place. J'ai une réserve de pop-corn pour tenir pendant plusieurs années et je continuerai à hurler et je continuerai à siffler ce mauvais spectacle comme vous ne manquerez pas de le faire avant de quitter cette salle. Les bistrots ont ceci d'attirant que ils offrent à la fois un certain réconfort, mais on peut aussi y entendre des phrases d'une haute portée philosophique. L'esprit est flatté autant que le corps. Par exemple, minuit. Ouais, ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre. On peut y réfléchir. C'est dommage, cette réconciliation franco-allemande. On s'y est habitué. Ah, il reste bien quelques djihadistes. Mais pas de quoi soutenir un conflit digne de ce nom. C'est vrai que l'islamisme intégriste est aujourd'hui devenu une valeur sûre, mais il lui manque l'essentiel, sans quoi une guerre n'est pas une vraie guerre. Des centaines de chars massés aux frontières, des bombardiers prêts à fondre sur nos villes, des millions de fantassins qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Ah, que penser de ces prétendus soldats qui ne sont même pas foutus d'envahir correctement la promenade des Anglais à Nice et d'imposer la charia au Bataclan? Ce n'est pas sérieux. Alors, autre chose qu'on peut entendre aussi dans les bistrots, 1h du matin. Ouais, ce qu'il nous faudrait, c'est un régime fort. On peut y réfléchir. Bush et Berlusconi à leur époque. Aujourd'hui, Erdogan le Turc. Orban le Hongrois. Maintenant, Trump, l'Américain moumoute. Ont cette chance essentielle pour des hommes politiques d'être nés avec un cerveau situé très précisément à l'intérieur des testicules. Je vous explique. C'est un cerveau double, plus petit, mais plus énergétique. Quand ils ont un rhume de cerveau, c'est leur bite qui coule. Et tous ces gens-là sont élus par le suffrage universel pour mener une politique connue. Et deux questions se posent. Premièrement, les peuples aiment-ils se faire baiser? Deuxièmement, mais où se trouve le cerveau de Marine Le Pen? Bien moi, un soir, dans un bistrot, je me suis surpris à faire ma propre suggestion. 3h du matin. Ouais, ce qu'il nous faudrait, c'est que tout le monde boive. On peut y réfléchir. Après tout, le buveur n'est fautif qu'au regard de la majorité sobre. Imaginez un monde d'ivrognes invétérés.
de gens hilares du matin jusqu'au soir. Toutes les querelles sociales, tous les conflits d'intérêts, toutes les haines ancestrales noyées sous un déluge éthylique. Les êtres humains enfin réconciliés, poussés par un fleuve d'alcool vers un océan de bonheur. Imaginez pendant quelques instants de bonheur le président américain pété, transformant la base de Guantanamo en une immense brasserie. Imaginez, puisque nous sommes entre nous pendant quelques instants juste de poésie, le président israélien et le président palestinien devant le mur des lamentations cassé, pas le mur, eux, jouant à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Imaginez pendant quelques instants d'extrême bonheur Vladimir Poutine, ivre-mort, défiant le président ukrainien, ivre-mort aussi, au Candy Crush. Imaginez, juste pendant quelques instants, tous les spéculateurs, les traders, tous ces salauds encravatés qui nous volent notre argent et détruisent la planète, ivres-morts, jouant à saute-mouton dans Wall Street. Mais ce ne sont plus les marchands d'armes qui font fortune. Ce sont les viticulteurs de Gaillac. Et même peut-être ceux d'Agen. Et puis ça boit, et puis ça rigole, et puis ça dégale sur tous les continents pour le plus grand bonheur des générations futures. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière à ce qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière à ce qu'on est bien. Allez ensemble, une fois ensemble. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière à ce qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière à ce qu'on est bien. Bravo. Et oui, mesdames et messieurs, je crois que c'est ça qu'on appelle refaire le monde au bistrot, non? How far from heaven? I couldn't answer that question then. But I would in my Bible. It puzzled me when I began to search for the answer. I looked and I come to one conclusion. If anyway y'all see that little girl, or either if you have a little girl, I want you to tell her these words that I said. If you pray today, God, He will show you the way. Till I said that heaven, just one prayer. Ce matin, j'ai longuement observé une fourmi sur ma terrasse. Elle transportait un minuscule bout de pain. J'ai posé mon doigt en travers de son chemin pour étudier sa réaction. Elle s'immobilisa un instant, contourna mon doigt et reprit son chemin vers sa fourmilière. J'ai tenté la même expérience avec un être humain. Dans la rue, j'avisai une ménagère entre deux âges, portant plusieurs sacs monoprix. Je lui barrai la route de mon bras tendu. Elle s'immobilisa un instant, décocha un grand coup de pied dans mes parties génitales, me contourna et reprit son chemin vers sa fourmilière. La preuve est faite. La fourmi est plus aimable, plus sociable que l'être humain, et elle est moins dangereuse pour ma sexualité. Les derniers rapports de qualité que j'entretiens avec un être vivant sont avec mon chien. Je lui envoie son onos
Il me le ramène à les yeux remplis de bonté, la queue frétillante. Essayez donc de jeter votre nonos à un agent de police. Il vous regardera d'un air méchant, et sa queue ne bougera pas d'un millimètre. Je suis obsédé par l'idée de la mort. Cette nuit, j'ai rêvé que je rentrais dans un bar tabac. La mort se tenait derrière le comptoir, préparant un banana split. Elle me fit boire gratuitement une bonne quinzaine de martini rouges, m'offrit une cartouche de Peter Stuyvesant avant de poser sur le zac un trousseau de clés de voiture. En me levant ce matin, j'ai décidé d'arrêter de boire et de fumer. Mais en descendant au garage, j'ai clairement entendu ma Twingo comploter dans mon dos. Mais qu'est-ce qui m'angoisse tant au sujet de ma sexualité? Est-ce parce que mon dépucelage s'est mal passé? Bon, c'est vrai que ma partenaire n'était guère consentante, c'est qu'elle a beaucoup crié. Pourtant, une si jolie chèvre. Je les invité à une soirée hier, me sentant un peu moins dépressif. J'ai voulu faire du charme à une jeune femme, une érudite. Elle écrit une thèse sur les pratiques zoophiles dans les milieux politiques. Alors moi, je lui ai parlé de ma théorie, selon laquelle un lien subtil unirait Dio, raton aveugle, même marionnette. Pour elle, seuls les mammifères marins ont une dimension spirituelle. Elle est convaincue que la série américaine Flipper le dauphin a été inspirée par Dieu. Je lui ai promis d'y réfléchir. Un ami m'a conseillé d'aller voir un psychanalyste, mais je n'en ai pas l'intention. Non, j'ai tenté l'expérience il y a 2 ans, et à la fin de la première séance, il m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi et m'a donné le numéro de téléphone d'un prêtre exorciste. Aucune médecine ne peut me soulager. Je mourrai sûrement écrasé par une ambulance. J'étais au zoo. J'ai passé de longues heures à observer les ratons laveurs, sans rien percevoir de ce qui pouvait les unir au Tout-Puissant. Oh, ils sont pourtant charmants. Et portent bien leur nom. Pendant que la femelle fait la vaisselle, le mâle passe la serpillière. Mâle et femelle élèvent conjointement leurs petits, mais seule la femelle regarde Arte. J'ai voulu les interroger, mais ils ont fait mine de ne pas me voir. Je ne suis pas prêt. Ça y est, je me suis décidé à écrire. J'ai une fantastique idée de roman. Alors un homme qui croit à la réincarnation va consulter un sage au fin fond de l'Himalaya. Ce dernier lui donne le numéro de téléphone où on pouvait le joindre dans sa vie précédente. Alors rentré chez lui, il compose le numéro et tombe sur un bandeur de canaries. Son cœur s'ouvre, il comprend alors pourquoi. Il ne cesse de répéter à longueur de journée: tiens, j'ai cru voir un gros minet, et les raisons de sa solitude. Alors l'esprit purifié, il résilie son assurance vie et se jette de la tour Montparnasse. Son âme quitte son corps et va se réincarner dans un os de sèche. Je ne comprends pas les femmes. Qu'est-ce qui fait cette différence entre elles et nous? Et plus particulièrement entre elles et moi. Faut-il croire à la haute ceux? Ma haute c'est tout. Lorsqu'il affirme que le but ultime de l'homme est de se lever toujours plus haut vers le spirituel, tandis que le but ultime de la femme est de ne surtout pas rater les dernières soldes. Non, je ne crois pas, mesdames. Je viens moi-même de m'acheter 3 slips avec 2 cravates à sortir. La dernière femme que j'ai tenue dans mes bras me trouvait sympathique et pourtant elle m'a quitté. Il paraît que mes préoccupations existentielles lui rappelaient E.T., l'extraterrestre. J'ai passé le dernier week-end dans ma famille
Mes frères et sœurs m'ont reçu chaleureusement, cela m'a un peu soulagé, même si je ne comprends toujours pas pourquoi ils gardent une pince à linge sur le nez en ma présence. Ceci dit, leur soutien m'a souvent évité le pire. Ils m'aiment et me réconfortent. S'ils pouvaient juste arrêter de me frapper sur la tête dès que je parle de mes projets artistiques. Je viens de recevoir ma dernière facture EDF et j'en suis tout bouleversé. Il y a dans la littérature administrative beaucoup plus de profondeur qu'on ne le croit. Ces quelques mots en haut du document, dernier avis avant poursuite, me rappellent à l'urgence de vivre ici et maintenant avant d'engager tout projet. Ma facture Bouygues Télécom va dans le même sens. Dès demain, j'entame une vie nouvelle. Pourquoi ?